Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypse. Donc, ce sera un peu construite comme la vidéo précédente sur Percy Jackson, épisode 3. Donc, j'ai plus le nom du chapitre sous les yeux, parce que pour l'épisode 1 et 2, j'ai tourné la vidéo peu de temps après avoir vu les épisodes. Là, on est vendredi. Ouais, on est vendredi, du coup, j'ai vu les épisodes, enfin, l'épisode mercredi dès qu'il est sorti, mais j'ai pas eu le temps d'enregistrer. Donc, je fais un peu les choses de mémoire. Mais du coup, dans la globalité, on a eu un bon épisode avec vraiment de l'adaptation dedans. Euh, dans le sens où déjà, j'avais aucun souvenir de, de comment dire, du fait que Percy Jackson il choisisse réellement avec qui il a envie de partir. Parce que pour moi, dans mes souvenirs, un satyre est obligatoire pour une quête. Mais après, c'est dans ma tête que c'est comme ça. Je sais pas si c'est juste que les satyres sont obligatoires quand ils vont chercher un demi-dieu à l'extérieur. Donc comme Grover va le raconter, enfin on va vite comprendre au bout d'un moment que bah, c'est lui le satyre qui a raté sa mission de ramener Talia à la compagnie en ville. Bon, il aura réussi à ramener Annabeth et Luke, mais pas Talia du coup. D'ailleurs, l'épisode s'appelle Nous nous rendons au palais du nain de jardin. Voilà. Euh, mais du coup, dans ma tête, pour moi, il y avait toujours un satyre dans une mission, pas quand ils partent en mission. Mais du coup, c'est peut-être que dans les missions pour récupérer un demi-dieu. Peut-être que eux, ils ont plus facilité à les retrouver. Je sais pas. Mais après, c'est peut-être, je suis biaisé peut-être parce que j'ai lu toute l'histoire et que ben tout le long de l'histoire, en fait, Grover, Annabeth et Percy sont quasiment inséparables. À part dans le tome 2, puisque le tome 2, le but c'est justement d'aller sauver Grover, voilà, qui était à la recherche de Pan et qui se retrouve bloqué avec le Cyclope. Je sais plus vraiment son nom, Polyphème ou un truc comme ça. Et du coup, Percy essaie de tout faire pour partir en quête afin de sauver Grover et également de sauver la compagnie qui a d'autres problèmes. Voilà, qui peut se régler quand on me demandera où enfermer Grover. Et oui, tout est magnifique, hein, comme par hasard. Bref. Euh, et voilà. J'en dirai pas plus pour ne pas spoiler ce qui est censé se passer. Mais voilà. En tout cas, sur cet épisode, comment dire? Oui, sur le début, du coup, on a Percy qui décide de se préparer pour la quête, de partir en quête. Oui, d'abord, il va voir comment on appelle ça, l'oracle, qui va lui dire un peu la prophétie, enfin pas la prophétie, mais plus les, euh, les règles. Ah, je sais pas comment appeler ça. Parce que c'est pas réellement une prophétie, mais en même temps, je vois pas d'autre mot que le mot prophétie pour expliquer ça. En gros, elle va expliquer, on va dire la prophétie, je mets des grosses guillemets parce que c'est pas vraiment ça le terme, mais vous comprenez, pour la quête à venir afin de récupérer la foudre de Zeus, qui du coup se retrouve en enfer, enfin du moins, on leur dit qu'elle est en enfer avec Hadès. Nous, en réalité, on sait très bien où elle est. Euh, et et du coup, oui, l'oracle explique des choses, hein, des choses que nous, on a petit à petit. Je pense que toute la saison, ça va être comme ça, on aura les éléments petit à petit. Voilà. Et du coup, ici, le point important de la prophétie, entre guillemets, c'est le fait qu'un ami de Percy va le trahir. Alors d'un côté, il emmène, du coup, il choisit Grover parce que c'est son ami et qu'il veut faire l'aventure avec, et il amène Annabeth parce que, bah, comme il le dit à la fin de l'épisode, je pensais jamais qu'on deviendrait amis tous les deux, et comme la prophétie dit qu'un ami va me trahir, et ben, je me suis dit que toi, bah, on s'aimera jamais, donc tu trahiras jamais, vu que bah, on s'aimera jamais. Bref, c'est marrant comment il dit ça. Euh, et forcément, quand on connaît l'histoire de Percy Jackson, nous on sait déjà qui est cet ami qui va trahir. Voilà. Mais, euh, mais c'était plutôt intéressant. Du coup,
l'épisode se concentre sur leur départ en mission, donc voilà, où il y a d'abord une des merde, c'est pas des harpies, c'est des quoi déjà? Ah purée, j'oublie tous les trucs. Putain, c'est une. Putain, attends, c'est pas une harpie, c'est pas une gorgone non plus. Qu'est-ce que c'est déjà cette Si, c'est une harpie, hein. Oh, je sais plus. Oh, je sais plus, j'ai oublié, c'est quoi? Attends, faut que je vérifie. J'ai un. Attends, Percy Jackson, Madame Do. Comment ça s'écrit? On s'en fiche. Madame Dodd, hein, qui est une adaptation. Oui, mais moi je veux savoir son espèce. Tu vois, j'ai un trou sur l'espèce. Soit, non, ça ne peut pas être une gorgone. Pour moi, j'ai le mot harpie, mais est-ce que c'est vraiment une harpie? Madame Dodd. Hmm. Ouais, donc on apprend qu'en réalité c'est Alecto. Ah, une furie, voilà. Putain, j'étais perdu. Purée, entre les gorgones, les furies, les harpies, putain, je me perds avec toutes ces créatures. Qui en plus, à mon avis, ça se trouve, ne se ressemblent même pas du tout. Mais bon. Du coup, il y a ce moment où effectivement ils vont prendre le bus pour partir, où on apprend que effectivement Percy Jackson ne peut pas prendre l'avion. Ça, c'était une réflexion qui s'était faite également dans le roman, où il peut pas prendre l'avion parce que bah il est quand même suspecté d'avoir volé la foudre de Zeus, donc le foudre dans un transport aérien, c'est la pire idée au monde, donc pour l'instant il doit rester sur Terre. Euh, et euh, du coup, ils prennent le bus. Il se trouve que Madame Dodds, alias Alecto, est également dans le bus, qu'elle va tenter de passer un marché avec Annabeth pour qu'on lui livre Percy. Voilà. Et ils vont réussir plus ou moins à s'en sortir. Ils vont réussir à tuer une harpie, enfin, du moins Annabeth va tuer une autre harpie. Putain, c'est pas une harpie, une furie très vite. C'est un peu chaud. Tu dis, bon, ok, certes, peut-être la plus forte de la colonie, enfin la meilleure combattante, mais bon, one shot une créature comme ça, tu dis c'est chaud. Mais bon, du coup, ils vont fuir et dans la fuite, ils vont atterrir dans un lieu un peu space, hein, le palais du nain de jardin, qui en fait est le domaine de Méduse. Le problème étant, c'est que d'un côté, il y a Méduse qui leur propose de venir chez elle, de l'autre côté, il y a Alecto bah, qui veut choper Percy. Euh, du coup, euh, on a Medus qui va faire un gros travail de manipulation sur Percy Jackson. Elle va tenter de le manipuler, tout ça. On apprend un peu les histoires des dieux, que Athéna était une connasse envers Méduse, en lui offrant sa malédiction et tout ça. Et c'est vrai que j'aime bien la scène chez Méduse parce qu'on sent qu'il y a de la tension, on sent qu'il y a une fausse bienveillance du côté de Méduse. Parce que d'un côté, on sent que voilà, elle est là, elle essaie de les rassurer, d'être gentille et tout, mais on sent en même temps qu'elle est hyper dangereuse. On sent que faut pas l'énerver, faut pas la froisser. Et au final, Percy Jackson va refuser de l'aider, enfin, de se ranger dans son camp, comment dire, de, de transformer ses deux potes en pierre, hein, en statue de pierre. Et du coup, euh, s'enchaîne à une mini course-poursuite, hein, où notamment, grâce à une astuce de Annabeth avec la casquette d'invisibilité, ils réussiront à lui trancher la tête. Et j'avoue que c'est hyper intelligent. Alors de là, savoir exactement où est la tête euh, de Alecto, tu dis c'est faut être doué quand même, une fois que la personne est invisible. Mais en même temps, c'est hyper intelligent parce qu'à partir du moment où la personne est invisible, bah tu peux pas la regarder dans les yeux puisque bah elle a plus, enfin c'est pas qu'elle a plus d'yeux, mais tu peux plus les voir. Donc c'est très très malin comme technique. Euh, et du coup, au final, ils vont la tuer et ils vont envoyer la tête. Enfin, d'abord, Percy va se débarrasser d'Alecto grâce à la tête de Méduse, et ensuite, comment dire, envoyer la tête de Méduse dans l'Olympe. D'ailleurs, je me demande si c'est pas
Hermès qu'on a vu avec le courrier. Je place ça comme ça, je sais pas si c'est lui, mais c'est possible. Sinon, c'est plutôt se passer dans la globalité dans l'épisode. Bon, moi, je vous avoue que l'épisode dans la globalité, j'ai trouvé vraiment bien, j'ai été à fond dedans, même si, eh ben, je me pose beaucoup de questions par rapport à l'adaptation. Dans le sens où, déjà, de un, je me souviens pas que Percy ait le choix des compagnons à emmener et enfin, voilà, que t'as les autres demi-dieux qui sont là, et puis en mode, bon bah vas-y, maintenant ils sont là, t'en choisis deux, et puis hop, tu pars en quête, parce qu'il faut être trois pour aller en quête. Ça, honnêtement, je m'en souviens pas. Alors après, ça fait longtemps que j'ai lu Percy Jackson, hein, que voilà, je fais un peu avec mes souvenirs, mais honnêtement, j'en ai pas le souvenir. Euh, ouais. Après, il a quand même bien dû faire un choix à un moment donné, mais que ça se passe vraiment comme ça, je m'en souviens pas. Ensuite, c'est vrai que la façon dont il arrive, enfin dont ils arrivent chez Méduse, je ne me souviens plus trop comment ça se passe non plus. Et ce qui se passe chez Méduse, je m'en souviens pas trop non plus. Donc pour moi, ça a été plutôt une redécouverte, surtout que ben, on a des choses qui sont totalement différentes de l'anime, enfin je veux dire de l'animé, n'importe quoi, du film, dans le sens où dans le film déjà Madame Dodd est tuée dès le début de mémoire. J'ai pas le souvenir qu'on la revoie plus tard. J'ai pas le souvenir. Euh, voilà. Euh, et, euh, et également, bah, chez Méduse, les choses se passent différemment parce que bah, du coup, ils sont pas pressés par le fait d'être poursuivis par Alecto. Voilà, ils vont chez Méduse. Ça se passe même très vite chez Méduse hein, parce que avant même de la rencontrer, ils comprennent chez qui ils sont. Du coup, ils se disent bon, bah, faut la tuer, machin. D'ailleurs, chose particulière, c'est que dans les films, ils recherchent des perles afin de pouvoir entrer en enfer, alors que ici, ben, ils sont arrivés chez Méduse un peu contre leur gré, quoi. C'est juste qu'ils ont fui, ils ont atterri là. Euh, mais, euh, mais du coup, ça me laisse assez perplexe sur bah, qu'est-ce qui se passe dans le roman. Parce que ce qui se passe dans le roman sur cette période-là, ben, je m'en souviens pas. Et c'est assez dommage parce que dans les romans, enfin dans le film, on leur dit voilà, récupérez les petites perles. Voilà, il y en a une là, une là, une là. Vous y allez, vous les récupérez. Et une fois que vous les avez, hop, vous allez en enfer. Et comme ça, grâce aux perles, vous pourrez rentrer de l'enfer. Là, ici, il n'y a pas de question de perles. Ils arrivent un peu par hasard chez Méduse. Euh, ouais, je suis assez perdu, un peu perdu par rapport à l'adaptation. Il y a aussi la question du bouclier, parce que pour ceux qui n'ont pas vu le film ni lu les romans, je vous conseille de sauter ce passage, de quitter la vidéo, parce que juste après, de toute façon, je vais conclure. Pour ceux qui n'ont pas peur de se faire spoiler ou qui ont déjà vu le film et lu le roman, vous pouvez rester. Mais en gros, dans le film, on sait que le traître qu'il y a dans la prophétie, on sait que c'est Luc. Puisque en réalité, c'est Luc qui possédait la foudre, qui va la donner à Percy en lui offrant le bouclier. Euh, le truc étant que là, quand Percy il part en quête, il a juste les chaussures ailées que lui offre également Luc. Les chaussures ailées, Luc, il lui offre vraiment. Euh, Et c'est là où on peut se poser une question, c'est à quel moment Percy va se retrouver en possession de la foudre. Parce qu'il va bien se retrouver en possession avec lorsqu'il sera en enfer. Mais à quel moment il la possède? Est-ce que dans le roman, il y a le fait qu'un dieu rentre en jeu, lui donne le bouclier de Luc, ou quoi que ce soit, ou que Percy reçoit un courrier de Luc et avec le bouclier, et que du coup il y avait la foudre dedans? Je sais plus vraiment comment ça se passe dans le roman, mais à quel moment Percy se trouve avec la foudre. Parce que bah, dans le film, Luke il lui donne un bouclier, voilà, Luke il dit hop c'est très bien, c'est pour me défendre, mais on se rend compte plus tard que la foudre était dans le bouclier. Dans les romans, je sais plus où était la foudre, et comme là il a pas de bouclier mais juste les chaussures, bah, ça me fait me questionner encore plus sur
sur où est cette foudre. Bref. Voilà. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode 3 de Percy Jackson. Donc, dans la globalité, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un très bon épisode. J'ai passé un très très bon moment devant, hein. J'ai été happé pendant les 40 minutes d'épisode devant mon écran, hein, tout simplement. Euh, mais à côté de ça, c'est vrai qu'en termes d'adaptation, je me pose beaucoup de questions. Après, Rick Riordan, l'écrivain, a bossé sur la série, donc c'est que on ne doit pas en être trop éloigné de l'œuvre de base, malgré des éléments d'adaptation, comme on a pu le voir dans les premiers épisodes. Euh, mais voilà. Mais du fait que moi je me souvienne plus de ce qui se passe à ce moment-là dans les romans, ça me perturbe un peu. Et sinon, j'ai beaucoup aimé la Méduse qu'on a eue. Franchement, je l'ai trouvé très très cool. Voilà. Du coup, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode 3, si vous l'avez aimé ou pas aimé. Et sinon, bon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, avec notamment l'épisode 4 de Percy Jackson. Et comme on est proche de la fin d'année, je vous souhaite également en avance un joyeux réveillon de fin d'année avec vos amis ou vos familles. Bien souvent, ça se fait plus souvent entre amis, hein, ça arrive aussi quand on est très jeune de le faire, d'être obligé de le faire en famille. Hein, j'ai connu ça moi-même. En tout cas, j'espère que vous en passerez un très bon moment, que vous aurez des très bonnes résolutions. Et on se dit à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.